Bonsoir. Au départ, il s'agissait d'une commande du Centre dramatique national de Besançon. Recueillir la parole d'anciens et d'actuels demandeurs d'asile et écrire à partir de ces témoignages. J'ai rencontré une quinzaine de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous réunis par le même destin, l'obligation de fuir, de quitter le pays natal. L'Afghanistan, la Mauritanie, le Kosovo, l'Éthiopie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Irak. On m'a confié des photocopies de récits de vie, des bordereaux de pièces jointes, des articles de journaux, des photocopies de minutes d'entretien de l'OFPRA, des lettres administratives, des décisions de rejet, des pétitions, des circulaires du ministère de l'Intérieur. J'ai rencontré une avocate. J'ai assisté à des audiences à la Cour nationale du droit d'asile et au tribunal administratif de Besançon. La contrainte que je m'étais fixée, c'était d'écrire à partir des mots entendus, et seulement à partir des mots entendus. Juste écouter. Écouter cette parole et la retranscrire. Rentrée chez moi, à Paris, j'ai voulu rencontrer aussi ceux qui vivent en bas de chez moi, le long du canal Saint-Martin, près de la gare de l'Est. Je suis allée me présenter à l'association Français Langue d'accueil, installée dans le 10e arrondissement de Paris. Par ce biais-là, j'ai rencontré les fondateurs de l'association et d'autres réfugiés. Et après la lecture, ce soir, il y aura une rencontre avec les fondateurs de l'association qui sont là ce soir. J'avais toutes ces voix dans mon ordinateur, déclinant chacune comme une variation sur le même thème, l'absurdité de la bureaucratie, l'arbitraire de notre justice, les affres de l'attente, le hasard des chemins parcourus, la douleur de tout abandonner derrière soi, le courage de partir, les souvenirs à vif, la culpabilité de survivre, la peur encore, l'espoir aussi, la vie qui s'invente, malgré tout, pas à pas, sur la route de l'exil. J'ai écouté et réécouté ces histoires, ces épopées modernes, ces récits de vie héroïques. Je les ai orchestrés sur la page, sur le papier. Il y avait des maladresses de langage parlantes. Il y avait la nervosité des mains. Et il y avait toujours, déchirant toutes les histoires, le vocabulaire administratif français, hérissé d'acronymes comme une nouvelle langue à déchiffrer, pour eux comme pour moi. D'où mon envie d'évoquer l'école. L'école où ils sont contraints de retourner en arrivant ici pour tout recommencer à zéro. Glossaire. ADA, allocation pour demandeurs d'asile. AE, arrêté d'expulsion. APMR, arrêté préfectoral de maintien en rétention. APRF, arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. APS, autorisation provisoire de séjour. AR, assignation à résidence. CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. CRA, centre de rétention administrative. CST, carte de séjour temporaire. DA, demandeur d'asile. DPAR, dispositif de préparation au retour. IRTF, interdiction de retour sur le territoire français.
LRA, local de rétention administrative. MNA, mineur non accompagné. NA, non admis. Office français d'immigration et d'intégration. OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. OQTF, obligation de quitter le territoire français. PA, procédure d'asile accélérée. PADA, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. RATATA, refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile. PAF, police aux frontières. UNESI, unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention. ZAPI, zone d'attente pour passagers en instance. Récit de vie numéro 14 09 21 12 1967 1. Besançon, ça s'est trouvé comme ça, par hasard. Pars en Europe, débrouille-toi, qui m'a dit mon ex-compagnon, enfin le père de mes enfants. Je pensais qu'un jour je le reverrais, mais non. Il m'a donné de l'argent et puis il est parti. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Besançon, c'est une belle ville. J'ai eu de la chance. Mais la langue est difficile. Je ne parlais pas un mot de français. Je savais juste dire bonjour et maison. Je suis arrivée avec mes 2 enfants le 11 décembre 2001. Ils avaient 5 et 7 ans. Le chauffeur nous a laissés sur le bord de la route. « Vous êtes en France ?» qu'il nous a dit. Et puis il est parti. C'était déjà gentil de nous déposer là. Si je ne me trompe pas, maintenant que je connais, c'était vers Beure, sur la route de Lyon. On n'était pas assez habillés pour décembre. Il faisait froid. J'essayais de stopper les voitures pour savoir où j'étais. En France, oui, mais où ? Où ? On a attendu longtemps dans le vent d'hiver, et puis une femme s'est arrêtée. « Il n'y a pas de souci, on est quelque part », qu'elle m'a dit. Elle comprenait l'anglais. « Je vais vous emmener à Besançon. Faut que vous demandiez l'asile. » En passant sur le pont, je lui ai demandé le nom de la rivière. « C'est le Doubs », qu'elle m'a dit. Elle m'a montré un panneau où c'était écrit « D-O-U-B-S ». Mais c'est quoi toutes ces lettres ? On dit Doubs et on écrit tout ça ? Elle nous a déposés vers le Secours catholique, rue d'Alsace. Là-bas, ils nous ont donné des anoraks et ils ont téléphoné à la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. À l'époque, c'était dans une caserne. Pourquoi vous êtes là ? Vous venez d'où ? On vient d'Arménie. Et vous êtes passé par où ? Par la Géorgie. Et puis par la Turquie. Comment ? En camion, caché derrière des cartons. Il y avait des seaux si jamais les enfants voulaient faire leurs besoins. Vous étiez combien dans le camion ? On était seuls. Qui était le camionneur ? Je ne connais pas son nom. En fait, avant de partir, ma fille s'était cassé le bras. Enfin bref, elle avait un plâtre. Et tout à coup, à Istanbul, ça lui faisait mal, ça la grattait et elle pleurait, fallait lui ôter son plâtre. Alors je suis allée dans le quartier des Arméniens, sur le marché rouge, pour trouver une solution parce que je ne parlais pas le turc. Et là, j'ai rencontré un Arménien qui m'a dit « Je vais vous aider ». C'est lui qui a trouvé le camionneur, les passeurs. C'est lui qui a tout fait. Moi, je n'étais pas en état psychologique pour le faire, mais par contre, j'avais l'argent. Combien avez-vous payé pour le voyage ? C'est parti de ma mémoire, mais j'avais assez. Pour quelle raison êtes-vous parti ? Il faut tout reprendre depuis le début, sinon on ne comprend rien. Donc, par où commencer ? Je suis née, normalement, le 8 mars 1975, à Massis, en Arménie. Je dis bien normalement, parce que je n'ai pas d'acte de naissance. Je n'ai rien.
Rien du tout, que ma parole. Je sais juste qu'on fêtait toujours mon anniversaire le 8 mars. Je m'en souviens parce que c'est la journée internationale de la femme. Et je sais aussi que mes parents sont nés en Azerbaïdjan. Ils sont azéris. À l'époque, je veux dire du temps de l'ex-URSS, il n'y avait pas de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y avait même des mariages mixtes. Je crois qu'ils sont venus en Arménie pour m'avoir. Il y avait une bonne gynécologue à l'époque qui s'est occupée de ma mère et ça a marché. Je suis née. Après, ils sont restés sur place. Tout le monde nous aimait bien dans le village. Jusqu'au conflit du Haut-Karabakh en 1988. Et alors, c'est devenu comme une guerre. Et puis, il y a eu le pogrom de Zumgait. Et alors, en Arménie, les Azéris sont devenus comme des traîtres. Ils étaient poursuivis, battus, tués. On nous appelait les Turcs, en mémoire du génocide des Arméniens. Et ça continue encore maintenant. Sale Turc! Sale Turc! Mes parents ont décidé de rentrer en Azerbaïdjan. Ça devenait trop dangereux. Les bagages étaient prêts. Je suis allée à l'école pour dire au revoir à mes copines. J'avais 13 ans. Et sur le chemin du retour, sur le chemin, une voisine m'a attrapée par la main, elle habitait 3 maisons avant la nôtre et elle m'a jetée dans la cave. « Faut que tu restes ici », qu'elle m'a dit, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Je comprenais rien du tout, je faisais que pleurer toute seule dans le noir. C'est seulement quand la nuit est tombée qu'elle est redescendue me voir. Et alors elle m'a dit, mais je ne sais plus comment, elle m'a dit, il y a des gens qui ont brûlé ta maison, t'as plus de maison, et t'as plus de parents, ils ont tué tes parents. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Je suis restée 3 jours, cachée dans la cave. La nuit, elle me descendait à manger, sans faire aucun bruit. Elle était gentille, sauf qu'elle avait peur de se faire prendre. Alors elle a eu l'idée de me confier à Rima. C'est une femme qui habitait à Erevan, la capitale de l'Arménie. Elle n'avait pas d'enfant, elle était institutrice. Elle a accepté de m'adopter. M'adopter entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de papier, rien, aucune trace écrite, juste une parole orale. Moi, je n'avais pas le choix. J'étais entourée de vide. Je voulais juste rejoindre mes parents dans la mort. Je faisais tout ce qu'on me demandait. L'OFPRA m'a demandé pourquoi je n'étais pas retournée en Azerbaïdjan. C'est vrai. Je n'y ai même pas pensé. J'avais de la famille là-bas. Les parents de ma mère. Ou de mon père. Je ne sais pas, je ne les avais jamais vus. C'était des inconnus pour moi. Et puis j'avais peur. Et puis je ne parlais pas bien cette langue-là. Moi, je suis allée à l'école arménienne. Donc, je me suis retrouvée chez Rima. Chez elle, j'ai continué l'école à domicile parce que je ne pouvais pas sortir. Je n'avais pas de papier. C'était la guerre tous les jours. Et j'avais du sang azéri dans les veines. Oublie tout ça, qu'elle m'a dit, Rima. Faut supprimer ce mot de ta tête. Azéri, c'est fini. On va dire que tu es arménienne. On va dire que tes parents sont allés en Russie pour travailler. On va dire que c'est moi qui te garde. Faut sortir le moins possible. Chez elle, il y avait une grande bibliothèque. Je faisais que lire toute la journée. Lire et apprendre. Je n'avais rien d'autre à faire. Sauf des fois où on allait voir son cousin, qui avait le même âge que moi, mais c'était pas souvent. C'est les livres qui m'ont tenue droite. C'est les livres qui m'ont sauvée. Elle était célibataire, Rima. Elle était contente de m'avoir. On s'entendait bien. Elle ne remplaçait pas le vide, mais on s'entendait bien. Elle m'a fait comprendre qu'ils ne voulaient pas tous me tuer dans ce pays, pas tous. Parce que chaque nuit, je me disais, ça va recommencer, comme au village, comme ce jour-là. Je suis rentrée, il n'y avait plus rien. Plus de maison,
plus personne, plus rien. Je n'ai pas de photos, je n'ai rien. Je n'ai rien de mes parents. Des fois, j'essaie de rêver pour voir si je me souviens de leur visage, mais non. Je vois toujours des visages différents. Je suis ta mère, je suis ton père, qu'ils me disent dans l'oreille. Mais comment savoir? J'ai perdu la clé pour savoir d'où je viens, elle a brûlé avec le reste. Mais faut continuer. J'en étais où? Rima. Elle a eu une crise cardiaque et elle est morte d'un seul coup. J'avais 18 ans. Je ne pouvais pas rester chez elle, c'était un appartement d'État. Je ne savais pas quoi faire de moi, encore une fois. Alors je suis allée voir son cousin. On va vivre ensemble. De toute façon, nous, on s'aime, qui m'a dit. Lui, il était arménien. Je lui ai avoué la vérité. On ne peut pas se marier. J'ai pas de papier. J'ai pas de parents en Russie. Il n'y a personne à qui demander ma main, personne. Je lui ai dit, il fallait bien que je lui dise. D'ailleurs, je n'avais rien à perdre. Rien, j'avais déjà tout perdu. Au début, il est resté sous le choc. Il ne pouvait pas croire que j'étais azérie. Je parlais l'arménien mieux que lui, j'avais étudié la langue littéraire et tout. Et ensuite, il y a eu le problème de ses parents. Parce que lui, il était amoureux, mais il y avait ses parents. Ils étaient dentistes. Ils ne voulaient surtout pas être mêlés à cette histoire, ils avaient peur. Ils nous ont acheté un appartement, ils étaient très gentils, mais ils ne voulaient plus trop nous voir. Je les comprends. Moi aussi, j'avais peur. Je sortais le moins possible. J'avais toujours peur que quelqu'un me reconnaisse, quelqu'un de mon village. L'Arménie, c'est pas très grand. J'ai appris la chimie pendant 5 ans, entre mes 4 murs. Ils avaient une cousine qui voulait absolument avoir un diplôme de chimie, mais elle n'était pas très sérieuse, elle faisait tout le temps la fête. J'ai appris la chimie à sa place. J'ai passé le diplôme à sa place. Et j'ai réussi. J'ai un diplôme de chimie, mais il n'est pas à mon nom. C'est comme mes enfants, ils ne sont pas déclarés. Comme je n'avais pas de papier, je n'ai pas pu aller à l'hôpital. J'ai accouché à la maison, en cachette. On ne peut pas vivre tout le temps en cachette. On ne peut pas dire tout le temps qu'on vient de se faire voler son sac. On a essayé d'acheter des documents. À l'époque, en Arménie, c'était possible. Mes ex-beaux-parents ont dépensé beaucoup d'argent, mais au final, ça n'a rien donné. Le problème est venu au moment du recensement national. Tout à coup, il fallait s'enregistrer. Et cette fois, c'était national. On ne pouvait pas faire le coup du sac. Mon ex a donné son passeport. Madame, vos papiers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, vos papiers. Vos papiers, vous comprenez? Vos papiers. Elle est enregistrée à Massis, qu'il a dit, mon ex. C'est le nom du village où je suis née normalement. Je dis bien normalement, parce qu'en fait, il n'y a aucune trace de moi là-bas, nulle part. J'ai engagé l'année dernière une avocate pour trouver un extrait de naissance à mon nom, mais à Massis, il n'y a rien à ton nom, qu'elle m'a dit. Elle a cherché dans toute l'Arménie, elle a remué ciel et terre, il n'y a aucune trace de toi nulle part, qu'elle m'a dit. Il n'y a aucune trace de moi nulle part. Pourtant, je suis bien là, non? Pourtant, j'existe physiquement. Des fois, je me le demande. Des fois, je me pince pour être sûre que je suis bien là. Et donc, j'en étais où? Elle est enregistrée à Massis, qu'il a dit au policier, mon ex. Il ne l'a pas fait exprès, ça lui est sorti comme ça dans la panique. Très bien, on revient dans 15 jours. Ils ont fait des recherches. Ils ont découvert qu'en 1988, une famille azérie avait été tuée dans ce village, mais qu'il manquait la 3e personne et que donc c'était moi. Ils sont revenus, comme prévu, et ils ont commencé à nous frapper, en disant à mon ex que c'était un traître, en me disant « Dégage,
Sale musulmane, t'as pas le droit de vivre ici. Et puis ils sont revenus. Une fois, 2 fois. Ils ont tout détruit dans le magasin de mon ex, les miroirs en 1000 morceaux. Ils ont balancé ma fille contre le mur, bref, c'était pas facile. Fallait partir. Fallait partir le plus vite possible. Mais le problème, c'est que je n'arrivais plus à marcher. J'avais tout le temps des vertiges à cause des coups que j'avais pris sur la tête. Mes ex-beaux-parents ont trouvé quelqu'un pour m'accueillir dans un village, loin de la capitale. Je prenais des tas de médicaments. Au mois de décembre, j'allais un peu mieux. Maintenant, débrouille-toi, qui m'a dit mon ex. T'es une grande fille. Faut que tu t'en ailles. Ça suffit comme ça. J'ai tout perdu à cause de toi. Tout. Ses voitures, son magasin, son appartement, tout. C'était un fils unique, bien gâté par ses parents. Et tout à coup, il devait se cacher à la campagne, comme un criminel. Il était fâché. Je le comprends. C'est pas grave. C'est fini. Après mes parents, rien n'est grave. Il nous a dit au revoir à la frontière. Et moi, je suis arrivée à Besançon. J'ai fait une demande d'asile à l'OFPRA. J'ai été déboutée pour manque de preuves. Fallait des preuves que j'étais bien azérie et que je m'appelais bien comme je le disais, mais je n'avais rien. Rien. Aucun papier. Que ma parole. Le jour où vos parents sont morts, pourquoi n'avez-vous pas récupéré votre carte d'identité ? Mais la maison avait brûlé. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la mairie ? À 13 ans, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Maintenant, la première chose que je prendrais en cas de problème, ce seraient mes papiers. Mais à 13 ans, la seule chose que je voulais, c'était mourir. Comment prouver que j'avais été battue, comme pour me tuer ? Vous pourriez, s'il vous plaît, me signer un reçu, monsieur le policier ? Je n'avais pas non plus de certificat médical. Aucun médecin n'aurait signé un certificat pour une azérie. Il me soignait la nuit, en cachette, contre beaucoup d'argent. J'ai déposé un recours à la CNDA. Enfin, ce sont plutôt les assistantes sociales qui s'en sont occupées. Moi, j'étais à l'hôpital, en dépression. Je ne mangeais plus, je pesais 38 kilos. Mais pareil, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. La procédure a duré 5 ans en tout, depuis ma première demande d'asile jusqu'au recours. 5 ans d'attente, sans savoir si oui ou non. Et à la fin, on a eu le rejet. Comme j'étais toujours à l'hôpital, les assistantes sociales ont demandé pour moi un titre d'étranger malade à la préfecture du Doubs. Et en mai 2005, enfin une bonne nouvelle, j'ai eu ma première carte de séjour, valable 1 an. J'étais toujours à l'hôpital de Novillard. Les enfants étaient en relais parental. Maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure. Il va falloir les placer dans une famille d'accueil, m'a dit l'assistante sociale. Vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Et là, ça a été le déclic. J'ai décidé de m'en sortir pour eux. J'ai choisi de guérir. J'ai demandé au médecin l'autorisation de m'en occuper tous les jours, tous les jours, tous les jours. À force, ils ont fini par me donner 1 semaine à l'essai pour voir. Et ça a été. J'ai retrouvé des forces petit à petit. J'ai remangé petit à petit et j'ai réussi à sortir de l'hôpital. Mais j'avais peur de tout. Dès qu'on parlait fort à côté de moi, je fondais en larmes. Un matin, je me suis dit que la seule méthode pour aller mieux, c'était de travailler. Comme quand j'étais chez Rima. Travailler, apprendre, les livres. Mais je n'avais aucune équivalence ici, pas même le bac. Il y a du travail dans le service à domicile, m'a dit la formatrice, ou le commerce. J'ai dit, ça m'est égal, moi je veux juste travailler. Pôle emploi m'a proposé d'être auxiliaire de vie pour des enfants handicapés. J'ai travaillé pendant 5 ans dans des écoles primaires. Ça m'a reconstruite. En 2011, j'ai signé un contrat en CDI pour un emploi à domicile. Je m'occupe d'un enfant autiste. Il était trop violent pour aller dans des structures. J'ai plein de cicatrices partout, mais j'ai réussi à créer un lien avec lui.
J'ai pu lui apprendre à lire, à compter, à écrire. Je travaille avec des spécialistes de l'autisme en Suisse. Je vais bientôt passer le diplôme. Si je valide tous les modules, j'aurai enfin un diplôme à mon nom. Petit à petit, la vie reprend ses droits. Les enfants viennent d'obtenir la nationalité française. Moi, j'ai une carte de résidence pour 10 ans. Je suis passée du titre étranger malade à celui de vie privée familiale. Elle est valable jusqu'en 2020. J'ai encore 2 ans devant moi. Dessus, il y a marqué pays indéterminé, nationalité indéterminée. Dans les magasins, j'évite de payer par chèque parce qu'il faut présenter une carte d'identité et quand les gens voient nationalité indéterminée, ils me regardent bizarrement. C'est quoi indéterminé? C'est moi. L'avocate ne me trouve nulle part. Elle m'a cherché partout en Arménie. Il n'y a aucune trace de moi nulle part. Du coup, est-ce que je suis vraiment née là-bas? Je me le demande. Est-ce que mes parents sont mes vrais parents? Je me le demande. Ils avaient du mal à avoir un enfant. Peut-être qu'ils m'ont adopté sans me le dire. En Arménie, on attend la majorité de l'enfant pour lui dire ce genre de vérité. Si ça se trouve, je suis une Arménienne. Mais alors, qui sont mes vrais parents? Il y a toujours des pourquoi dans ma tête. Si ça se trouve, je n'existe pas. Il n'y a aucune preuve de moi. Nulle part. Dictée. Le passeport est la partie la plus noble de l'homme, point. D'ailleurs, virgule, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme, point. On peut faire un homme n'importe où, virgule. Le plus étourdiment du monde et sans motif raisonnable, point virgule, un passeport, virgule, jamais, point. Aussi, reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, virgule, tandis que la valeur d'un homme, virgule, si grande qu'elle soit, virgule, n'est pas forcément reconnue. Point final. De Bertolt Brecht, comme ça se prononce.
Pendant ce temps-là, les palombes, les martinets, les passereaux, les hirondelles, les sarcelles, les pigeons bisets, les gobe-mouches battent des ailes et volent, 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 volent. Récit de vie numéro 76 58 93 21 46 77 70 34 32. Je suis arrivée à Paris le 25 mai 2015. Ça fait plus de 2 ans que je suis là. J'ai rencontré des gens sur la route qui m'ont dit « Nous, on va à Paris. Je peux venir avec vous ?» Je voulais aller en France.
mais je ne savais pas où exactement. C'était mieux d'aller avec eux, avec les amis. D'abord, je suis allée en Iran. Je suis restée 6 mois là-bas. Puis je suis allée en Turquie. Puis en Grèce. Je suis arrivée en bateau sur une petite île qui s'appelle Kos, et ensuite j'ai pris un bateau plus gros pour Athènes. J'ai continué la route à pied, en voiture, en train, en bus, par tous les moyens. C'est les passeurs qui nous disaient comment faire. J'ai traversé la Macédoine, la Serbie, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, et à la fin, je suis arrivée en France. Mais je suis restée longtemps en Turquie et en Iran pour payer la route. Je n'avais pas d'argent parce que j'ai dû partir de Kaboul très vite, après la prison. À Téhéran, j'ai travaillé dans une usine qui fabrique des boîtes en plastique. Je n'avais pas d'autorisation de séjour, je sortais une fois par semaine, je dormais dans l'usine, je donnais de l'argent au patron pour la nourriture. En Turquie, à Istanbul, j'ai travaillé dans une boulangerie. Je faisais du pain, des croissants turcs. En Grèce, dans la province d'Argos, j'ai travaillé dans un jardin pour ramasser des oranges. J'étais en prison parce qu'avant j'étais chauffeur de minibus. Je travaillais sur la route entre Parwan et Kaboul. Le jour où j'ai été arrêtée, ce jour-là, je transportais des gens que je ne connaissais pas, des villageois. On a été contrôlés à un checkpoint. Les villageois avaient beaucoup de bagages. Moi, je croyais que c'était de la nourriture, mais dedans, cachés au milieu des haricots, les policiers ont trouvé des armes en pièces détachées, des kalachnikovs, des choses comme ça pour faire la guerre. Chaque année dans mon pays, il y a une guerre entre les nomades et les villageois. On dit les nomades, mais en vérité, ce sont des talibans. Ce sont des talibans qui se déguisent en nomades. Ils viennent avec des moutons, mais en vérité, ils ont des armes. Chaque année, les talibans déguisés en nomades veulent chasser les villageois de chez eux. Ce terrain, c'est à nous, tout ça. Les villageois disent qu'ils habitent là depuis 15 ou 20 générations. Qui dit que ce terrain est à vous, c'est à nous. Chaque année, ça recommence. Les villageois sont d'ethnie Hazara, comme moi. Les nomades sont des Pashtuns. Ils viennent l'été, ils tuent les gens, ils font la guerre. Et quand il fait trop froid, ils quittent le pays, ils s'en vont, et l'été d'après, ils reviennent, et chaque année, ça recommence. Ce jour-là, les villageois ont dit aux policiers que c'était mes bagages. Mais ce n'était pas vrai. Alors les policiers nous ont mis en prison, les villageois et moi, tous ensemble. Moi, je ne les connaissais pas, c'est la vérité, je ne les avais jamais vus. On était enfermés dans une grande pièce, et les villageois me disaient sans arrêt « Les sacs de nourriture, ils sont à toi ». Répète, ils sont à toi. Tu as compris? Si jamais tu dis qu'ils sont à nous, on tue toute ta famille. Un mois après, les villageois ont été libérés. Et moi, je suis restée en prison. C'est parce qu'ils ont donné de l'argent. En Afghanistan, quand tu donnes un bakchiche, tout est possible. Moi, je suis le fils aîné de la famille. Mon père était général, il a été tué. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me défendre. J'ai un frère, mais il est trop petit. Donc, j'étais tout seul ce jour-là. C'est pour ça que je suis restée en prison. Mon avocat m'a dit « Les villageois ne sont pas coupables puisque la voiture était à toi. » « Il ne faut pas fermer les yeux, j'ai répondu. Il faut dire la vérité. Je les ai transportés, c'est tout. Je ne regarde pas dans le sac de farine, dans le sac de haricots. Je transporte, c'est tout. Personne ne m'a cru parce que je n'avais pas d'argent pour payer le juge. L'avocat là-bas, ce n'est pas comme en France. Il ne venait pas pour me défendre. Il le disait seulement. En vérité, il a reçu de l'argent en cachette de la part des villageois. Je suis restée 3 mois en prison. Un jour, ma mère arrive à la visite en larmes. Il y a des villageois qui sont venus me voir cette nuit. Il faut que tu dises que les bagages étaient à toi. Tu entends? À toi.
Sinon, ils vont revenir pour nous tuer. Tu entends? À toi. J'ai dit que c'était mes bagages. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais après, j'ai eu vraiment peur d'être pendue par l'État, de rester des années en prison. Alors j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais un peu, qui travaille à la police de Kaboul. J'en ai parlé à ma mère, en cachette. Elle a vendu tous ses bijoux, tout ce qu'on avait de précieux à la maison pour récupérer de l'argent. Elle lui a tout donné. Lui, il a payé un des gardiens de la prison pour qu'il me laisse sortir avec les familles à l'heure de la fin de la visite. Dans la prison, il n'y a que 3 ou 4 gardiens pour surveiller les prisonniers. C'est plutôt une maison de surveillance. Il y a des gardiens de jour et des gardiens de nuit. Ce jour-là, le gardien de jour m'a fait passer du côté des familles et je suis sortie dehors. Mon frère et un ami m'attendaient dans une voiture. Ils m'ont emmené très vite jusqu'à Maidan Marnag et ensuite j'ai pris un taxi pour arriver avant minuit à Nimroz. C'est une ville à la frontière de l'Iran. Il fallait que je quitte l'Afghanistan avant le changement de gardien. Quand je suis arrivée à Nimroz, les gardiens de nuit savaient déjà que je m'étais enfuie. Alors ils sont allés voir ma mère. « Où est Habiboullah ?»« Il est chez vous, à la prison », qu'elle a répondu. « Je l'ai vu hier. » Encore maintenant, elle est embêtée. On vient la voir et on lui demande où est Habiboullah. Des policiers, des hommes, des femmes, des villageois. Ma mère répond toujours, je ne sais pas, il était en prison, peut-être c'est vous qui l'avez tué. Ma mère doit toujours changer d'endroit. Parfois, elle habite là et parfois là. La situation est très pire en Afghanistan. Terrible. Pourquoi? Parce qu'on est Hazara. Pourquoi? Parce qu'on est chiite. Pourquoi? Parce qu'on est honnête. On n'est pas coupable. On ne fait pas la guerre. C'est pour ça qu'ils nous tuent. Depuis 2-3 siècles, ils nous tuent sans raison. Les femmes, les enfants, ceux qui ont un visage asiatique, ils les arrêtent. Ils les tuent sans raison. Comme moi, ils disent qu'on n'est pas afghan, qu'on n'est pas musulman, qu'on est réfugié ici, parce qu'on vient de Mongolie. Qui dit ça? Les talibans, les Pashtuns. C'est pour ça que je dois vivre ici, loin de ma famille. J'ai dû tout laisser derrière moi. J'ai dû tout recommencer à zéro. Le jour où je suis arrivée à Paris, ce jour-là, oui, ce jour-là, j'ai tout de suite cherché Gare de l'Est. Parce que sur la route, on m'avait parlé d'un endroit où il y a plein d'Afghans qui s'appelle Gare de l'Est. Chez nous, tout le monde connaît le parc de la Gare de l'Est. C'est plus célèbre que la Tour Eiffel. Là-bas, en discutant petit à petit, j'ai trouvé des amis. J'ai trouvé comment je pouvais prendre une douche, comment je pouvais trouver à manger. J'ai dormi 6 mois dans la rue. C'était presque l'été, mais c'était dur quand même. J'étais pressée de demander l'asile en France. Je suis allée me présenter à France Terre d'Asile. J'ai fait la queue et j'ai pu obtenir un rendez-vous pour 20 jours après. Et ensuite, je me suis dit, faut que j'apprenne le français très vite. J'ai acheté un cahier et un stylo pour apprendre dans la rue. Je demandais aux passants, « Hello, how can I say hello in French? How could I say goodbye ?» Après, j'ai trouvé Emmaüs, mais il n'y avait pas de place pour moi. J'ai patienté pendant 5 mois. Un jour, je me suis disputée avec le bénévole qui s'occupait des nouveaux. J'ai déchiré ma carte, « Je viens plus, c'est trop long ». 15 jours après, il m'a rappelé. C'est comme ça que j'ai obtenu une place pour apprendre le français. Maintenant, je travaille beaucoup pour bien parler la langue, pour passer le diplôme. Et j'attends la réponse pour mes papiers. C'est ma 2e demande, à cause du problème de la Hongrie. Parce que j'avais été obligée de donner mes doigts là-bas. Je leur avais dit que je ne voulais pas rester en Hongrie, que je voulais aller en France, mais ils m'ont mis en prison pendant 1 jour et 1 nuit. Ils m'ont forcé à donner l'empreinte de mes doigts et ensuite ils m'ont libéré. Tu peux partir. Maintenant, on est sûr que l'État français te renverra ici. Et ça s'est passé exactement comme il l'avait dit. En arrivant à Paris, je suis allée à la préfecture de la Cité. Vous n'avez pas le droit de déposer une demande en France. Il faut attendre au minimum 10 mois que la procédure avec la Hongrie ne soit plus valable. J'étais procédure Dublin. Dubliné, Hongrie. Un jour, j'ai reçu un arrêté d'expulsion. Je devais aller me présenter à la préfecture de la Cité pour être renvoyée en Hongrie. Ce jour-là, je me suis mis dans une cachette.
Pendant 10 mois, je suis restée dans ma cachette. Il ne fallait surtout pas que je me fasse arrêter, sinon c'était la Hongrie. J'ai attendu que les 10 mois se passent, et ensuite je suis retournée à la préfecture de la cité, et alors ce jour-là, c'était bon. Ce jour-là, ils ont pris mes empreintes, et ils m'ont donné le cahier d'histoire. Nous, on dit comme ça, le cahier pour écrire son histoire, pour raconter pourquoi on est venu, le cahier qu'il faut envoyer à l'OFPRA. J'ai passé mon entretien le 26 août 2016. Ça fait plus d'1 an déjà. Tout s'est bien passé. La dame m'a dit qu'elle m'enverrait la réponse 3 semaines après, mais j'ai toujours rien reçu. Je ne suis pas pressée. J'ai du temps pour apprendre le français, pour bien connaître la société française. Je sais très bien qu'un jour, je vais avoir la réponse. S'ils veulent la vérité, c'est bon. Sinon, je ne sais pas. Actuellement, je n'ai pas le droit de travailler, mais je suis bénévole chez Emmaüs. L'association, c'est ma famille. J'habite à Montparnasse, chez une dame très gentille. C'est comme ma mère adoptive. Elle me loge, elle me donne des cours de français. Dans la vie, la première chose importante, c'est la langue. J'ai appris le français grâce à des bénévoles. Moi aussi, j'essaie d'aider les autres. J'accompagne les gens qui ne parlent pas bien. Les papiers, on n'y comprend rien quand on arrive. Tout ce que j'ai appris, je le partage avec les autres. Je vais voir les Afghans, mes amis. Chaque jour, je fais le tour des endroits. Gare de l'Est, c'est très dur, je le sais. Quand je suis arrivée, je dormais sur un carton. Entre nous, parfois ça allait, et parfois ça n'allait pas, chacun a son caractère. On vient de provinces différentes, on parle des langues différentes. Le cerveau, ça ne marche pas quand c'est trop dur dehors. Tout le temps, tu es en colère contre toi-même aussi, et c'est le pire. Moi, j'ai essayé d'être de l'autre côté, d'apprendre la langue, de connaître Paris, d'avoir des amis français. Mais les autres, ils restent entre eux. Ils jouent aux cartes, au foot, entre eux. Actuellement, c'est difficile pour les Afghans. Parce que l'année dernière, notre président est venu en Allemagne. Il a signé un contrat avec les pays européens qui disait « Vous pouvez renvoyer tous les Afghans en Afghanistan, sauf les Pashtuns ». Et c'est ce qui se passe actuellement en France. Pour les Pashtuns, c'est favorable. Pour les autres ethnies, défavorable. Actuellement en Afghanistan, ils frappent par derrière avec des stylos. C'est la vérité. Par derrière, ils frappent avec des stylos. Avant, l'Afghanistan s'appelait Haryana. Ça veut dire le pays pour tout le monde, pour toutes les ethnies. Mais un jour, un roi a décidé de changer le nom du pays. Il l'a appelé l'Afghanistan. Ça veut dire Pashtun. Afghan, ça veut dire Pashtun. C'est un pays seulement pour les Pashtuns. Les Hazaras, soit ils vont en Mongolie, soit ils vont au cimetière. C'est pour ça que je suis partie ce jour-là. C'est pour ça que je suis là, aujourd'hui. Et pendant ce temps-là,
questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitraglici, si sente il canone che spara per conquistar la trincea. Savoia si va. Trincea dei raggi, maledizioni. Quanti compagni son morti lassù. Finirà dunque sta flagellazione. Di questa guerra non se ne parli più. Fuoco e mitragliatrici, si sente il canone che spara per conquistar la trincea. Savoia si va. De l'hospitalité. Français, langue d'accueil numéro 1. Je traversais le jardin Villemain, près de la gare de l'Est, tous les jours. Mais je ne les voyais pas. Par moments, c'est étrange. On est aveugle. On passe à côté, ou on est occupé à autre chose. Mes enfants étaient en train de grandir, je ne les voyais pas. Ils étaient posés dans une partie du parc, toujours la même partie du parc, presque comme des fleurs. Et tout à coup, je les ai vus. Et je me suis sentie coupable. Je comprenais ce qu'il disait parce que je parle le dari. Dari farsi, c'est presque la même chose. J'ai voulu faire quelque chose. J'en ai parlé aux paroissiens à l'église de Saint-Laurent. On a décidé de créer un petit déjeuner tous les samedis. J'allais les chercher dans le parc. Venez, il fait froid, venez. J'étais la seule à pouvoir leur parler dans le groupe de l'église. On a eu beaucoup de succès. Petit à petit, au lieu d'avoir 60 personnes, on en a eu 200. Et tout ce monde faisait la queue, comme dans n'importe quel endroit de Paris où ils doivent attendre. Ce n'était pas ce qu'on voulait. Un accueil chaleureux. Donc, au bout de 6 mois, on a arrêté cette expérience, c'était trop difficile. Mais ça continuait à me trotter dans la tête. Alors j'ai eu l'idée de mettre en place des cours de français. On peut aller voir le curé. Il a sûrement des salles disponibles. Quand est-ce que vous voulez commencer, m'a-t-il dit ? Tout de suite. Et il m'a donné les clés d'une salle à Philippe de Girard où on continue à enseigner, encore maintenant. Je suis allée chercher les Afghans dans le parc, mais ils étaient assez méfiants. C'est une folle qui veut nous amener je sais pas où. Finalement, un petit groupe nous a suivis et on a commencé tous les samedis. Mais assez vite, on a trouvé que ce n'était pas assez. On a demandé au curé si c'était possible d'avoir le mercredi en plus. Et après, on a compris que 2 jours, ça n'allait pas non plus. Alors finalement, c'était 6 jours par semaine. On était 5-6 profs en tout. On avait plein d'idées. Ramener des bancs, trouver des stylos. On trouvait le matériel dans des brocantes. On était enthousiastes. C'était nos premières classes. On était très proches des premiers élèves. On les voyait très souvent. Dans la difficulté, on grandissait ensemble. Il y avait un groupe de participants assidus, des journalistes qui avaient l'habitude d'apprendre et qui voulaient aller vite.
Mais il y avait aussi beaucoup de gens en alphabétisation qui dormaient dans la rue. Un jour, Christian a dit « ce serait bien de faire une association, on est mieux protégé en cas de problème ». Mais on était toujours un peu dépendant de l'Église. J'ai été consulter le curé. Il m'a dit que pour lui, ce n'était pas une activité pastorale, ça nous arrangeait, on voulait que ce soit laïque. L'association a été fondée en mars 2010. Au début, on n'avait pas de bureau, c'était virtuel. Puis on a trouvé une petite salle à Belleville pour très peu d'argent. On a pu avoir un coordinateur pédagogique subventionné, mais on s'est retrouvé à l'étroit, il y avait de plus en plus de participants. On a cherché un autre local. Et en janvier dernier, on a déménagé ici, au 28 rue de l'Aqueduc, dans le 10e arrondissement. Notre délimitation, c'est les demandeurs d'asile non francophones. C'est parti des Afghans, mais ce n'est pas que pour eux. On s'occupe de l'enseignement du français, de l'insertion professionnelle et des activités culturelles et sportives. On apporte aussi de l'aide pour le récit de vie. Mais si c'est trop compliqué, si ça nécessite l'aide d'un avocat, on oriente vers le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. On a commencé avec 50 élèves, maintenant il y en a plus de 700. S'il y avait une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, bon à Paris c'est pas possible, mais enfin imaginons, on trouverait des terrains vagues à aménager, des bâtiments libres, on trouverait des solutions. Mais le gouvernement ne le fait pas. Il a peur de l'appel d'air. Si on les aide, ils vont tous venir. Mais avant de penser qu'il y en aura toujours plus, et toujours plus, et toujours plus, il faut déjà s'occuper de ceux qui sont là, ceux qui dorment par terre. S'ils peuvent sortir de cette situation, je me dis, s'ils peuvent acquérir une petite connaissance du français, s'ils peuvent se nourrir eux-mêmes, alors c'est déjà bien. Même si on ne peut pas tout régler, il faut bien l'admettre. Au début, les 2 premières années, je faisais des cauchemars la nuit. Comment ont-ils pu vivre tout ça? On ne peut pas rester insensible. Il faudrait être comme les médecins. L'autre jour, j'ai appris un mot en iranien qui veut dire « voir la douleur ». C'est tout à fait ça. Il faut apprendre à voir la douleur. Il y a un garçon d'ici, un photographe de 20 ans qui a été pris. Il a essayé de se suicider 3 fois, parce que sa situation était désespérée en Afghanistan. Il savait qu'il serait tué s'il était renvoyé là-bas, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Heureusement, il y avait un défaut dans la procédure. On a réussi à le faire sortir du centre de rétention. J'en connaissais un autre qui est devenu presque fou. Il était plus âgé, une 40aine d'années. La police l'a amené à l'aéroport, bandé dans un fauteuil. C'était sauvage, les yeux bandés, la bouche bandée, pour qu'il ne puisse pas hurler. Je ne sais pas comment il s'est libéré de cette situation, mais il est devenu complètement fou. Impossible de l'embarquer, ils l'ont mis à Sainte-Anne. J'allais le voir, là-bas. Peu à peu, les choses se sont calmées, il a pu sortir. Je n'ai plus de nouvelles de sa part. Je suppose qu'il a eu ses papiers. Il y en a un autre qui est rentré de lui-même. Il n'avait plus de nouvelles de sa femme, de ses enfants. Il était persuadé qu'ils étaient en danger. Il était presque arrivé au bout de ses papiers, de toutes les difficultés, mais il a décidé de repartir dans son pays pour protéger sa famille. J'en connais aussi qui ne veulent plus jamais avoir de contact avec leur vie d'avant. Et on imagine les enfants qui vivent en attendant le père qui va revenir, qui va les appeler. Et ceux qui sont morts dans la montagne ou dans la mer, qui ont vu des gens mourir à côté d'eux. Donc oui, j'ai beaucoup de récits dans la tête. On est là pour ça aussi, pour écouter. C'est très important d'avoir cet endroit, rue de l'Aqueduc, ce bureau comme une base. Si quelqu'un veut donner des nouvelles, on est là, il sait qu'on est là. Et pendant ce temps-là, les employés de la préfecture examinent des formulaires, demandent des photocopies, exigent l'original des documents, appuient sur un bouton pour appeler le numéro suivant qui s'affiche en rouge sur l'écran fixé au-dessus de leur tête, tapent sur les touches du clavier d'un ordinateur,
regarde l'heure incrustée dans le coin à gauche près du dessin d'une pile de batterie, écorche des noms étrangers, complète des listes, coche des cases, pense à leur supérieur hiérarchique, attrape des fourmis dans les jambes, font une pause café, lisent le SMS « N'oublie pas d'acheter du pain pour ce soir », font glisser le fauteuil à roulettes sur le lino défraîchi, donnent des récépissés, posent des questions, contrôlent des passeports, jaugent des feuilles de paye, comparent un photomaton à son original, mettent le nom à la place du prénom, dans la ligne prévue à cet effet, mais on n'a pas idée non plus de s'appeler comme ça, se disent qu'heureusement qu'ils sont là pour faire le sale boulot et que courage, plus que 3 heures est terminé, compulsent des papiers, analyse des signatures, toise des attestations, range des certificats, répète toute la journée la même chose. Mais vraiment, c'est pas possible. En quelle langue faut-il leur parler à la fin? S'énervent sur leur chaise, transpirent des aisselles, déshabillent du regard des visages étrangers, des visages ahuris, des visages fatigués, ne font plus aucun effort pour se faire comprendre, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus, respectent des quotas, tamponnent, agrafent, photocopient, rangent, classent, scrutent, ordonnent, délèguent, enregistrent, stabilotent, débordent, sont débordés, mais quelle heure est-il à la fin? Appelle le numéro suivant, s'enfuit au bord de la mer le temps d'un battement de paupières, soupir d'agacement, ont mal au dos, mélangent 2 dossiers, se ressaisissent, sont fatigués, mais c'est bientôt les vacances. Bientôt la fin de la journée, plus qu'1 heure et on ferme. Voilà, c'est trop tard. Au revoir, mesdames et messieurs. Revenez demain. Non, plus de jambes. À force de rester toute la journée dans la même position. Poussent la porte de la préfecture. Font quelques pas dans la rue. Goûtent le dernier soleil. Prennent le RER. Rentrent à la maison. S'endorment jusqu'au lendemain, où ils prennent le RER dans l'autre sens jusqu'à la porte de la préfecture, jusqu'au même siège, derrière le même guichet, et c'est leur vie qui est comme ça. Et déjà, il y a la queue dehors, à perte de vue, avec les mêmes gens que la veille ou que le mois dernier. Et ils ouvrent leur ordinateur de bureau tout en regardant la photo de classe d'un enfant dans un cadre. Et ils appellent le premier numéro qui s'affiche en rouge sur l'écran digital au-dessus de leur tête. Et ils regardent des papiers. Et ils examinent des visages, et ils demandent des photocopies de l'original, et ils demandent aussi l'original des photocopies, et ils exigent des traductions, et ils tapent sur un clavier de lettres, et ils traquent la faille, et ils subodorent le mensonge, et ils prennent une vitamine C pour tenir, et ils disent bonjour à leur supérieur hiérarchique, et ils espèrent vraiment changer de catégorie, et ils complètent des listes, et ils noircissent des cases, et ils ont déjà mal aux genoux, déjà. Et il faut une pause cigarette dans le local enfumé prévu à cet effet où ils découvrent le SMS « Je t'aime ». Et ils retournent s'asseoir sur leur fauteuil à roulettes. Et ils essaient de faire comme le docteur a dit, bien droit pour soulager le dos. Et ils établissent des récépissés. Et ils découpent un photomaton selon les pointillés. Et ils cherchent un trombone. Et ils mettent le prénom à la place du nom dans le formulaire prévu à cet effet. Mais quoi, vous ne pouvez pas me le dire avant? Et ils jettent le formulaire défectueux dans la poubelle et ils en prennent un autre dans la pile de formulaires vierges. Et ils commencent à remplir la première ligne, et puis la deuxième ligne, et puis la 3e ligne, et puis la 4e ligne, plus que 6 heures est terminée. Et ils se disent quelle vie de merde, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses quand j'étais petit, quand j'étais petite. Et ils compulsent des papiers, et encore des papiers, et encore des papiers, et encore des papiers, pour faire des papiers, ou refuser de faire des papiers, et ainsi de suite. فرق الله صبيان شاد الجلحان شكا من الكمبيات بندس الصيغة صباحنا المخول يملحهم بات هذه الطيبة حرمة بالله تركري وخي مريم السمق ما ششات طاهر خي كلتم البندق المضات حمد خيفات من نمر بعيجات فجر الفزاحم بداود أما البنات ساهم خي البتر عرض ما بنقات فخر خيزان ما خطيت ليقوعان فحدنا لأمرنا ببقيت فالواشي للفاتحة قلبها مشيتها ربي هيا للكترة علي رايا ربي هيا للكترة علي شورا دول غربوا دول صبحوا شت في الدولة فرق الله صبيان شاد الجلحان شكا من الكمبيات بندس الصيغة صباحنا المخول يملحمهم بات هادم الطيب حرمة بالله
تركريم خي مريم السمك ما سجاد طائر خي كتم البندق المضاد حمد خي فاط من نمر وعجاد حجر البزاحم بداود أما البنات راهم خي البتر عرق ما بنقاد تغير خي زنب خطيت ليقوعات فهد ناري عمرنا بقيت خرواشي للفاتحة قضى والشتمات بدكو جملة بقوت ليشيا بدكو جملة بقوت ليشيا قلكو جنقلنا جن دورية ودكو تعيس الزين تنط من المافية صبي البدور الزين والضمك الرهبية عالم جبدة وتلفظ النقية محمد زين الولح شمالية حجاب القون ود السلام ليا بتالف للرئيس اللي جيب الفيا جاني لي وكيت اليمحي زي ليا